Oui, oui, vous pouvez applaudir. Hein. Bah oui, même. Bonjour Cordes-sur-Ciel, bonjour à vous tous. Merci d'être venus si nombreux. Je vais être votre compagnon, si vous voulez, durant cette très belle soirée. Une soirée qui a le mérite d'être originale. Cordes, si vous voulez, pour moi, en tant que journaliste, j'étais l'un des premiers journalistes de la TF1, vous le savez, à parler de ce festival qui commençait, qui débutait, qui a pris de l'ampleur. Et j'avais dit à votre maire, Paul Quilles, avec qui j'ai travaillé d'ailleurs comme conseiller quand il était ministre de l'Espace, c'est là où on s'est connus, c'est un début à tout. Et je lui avais dit, laisse prendre la mayonnaise, il te faudra une dizaine d'années avant que ce festival prenne de l'ampleur. Et là, aujourd'hui, eh bien, c'est pas l'apothéose, mais c'est tout de même un grand moment, parce que vous le savez, on va parler d'espace, on va parler de la vie dans l'espace, et parce qu'on a évidemment, j'oserais dire, un grand témoin, un grand vulgarisateur et un très très grand astronaute, c'est bien entendu Thomas Pesquet qui va venir nous rejoindre à partir de 9h. On lui fera, d'ailleurs, vous verrez, à 9h, on lui fera une standing ovation, il la mérite amplement. Alors, pour vous situer la soirée, donc je vais être l'animateur, et pour moi c'est un grand plaisir. Elle va se décomposer de la façon suivante. Là, on va d'abord faire un résumé en images du CNES sur, eh bien, les 10 astronautes. Pesquet est le dernier, le 10e, et le premier, c'est en 82, vous vous en souvenez de son nom? Le premier Français dans l'espace, c'était Chrétien. Mais oui, ça ne s'invente pas tout de même. Envoyer un chrétien dans l'espace au 7e ciel, il fallait le faire. Hein. Il n'y a que les Français pour faire ça. Et oui, Jean-Loup Chrétien, qui d'ailleurs est venu ici à Cordes-sur-Ciel. Et donc, on va passer en revue les carrières et nous aurons la présence de 2 astronautes. Léopold Eyarts, qui a volé à bord de Soyouz et à bord de la navette américaine, nous fera part de son témoignage. Et puis, bien sûr, le dernier, Thomas Pesquet. Juste une petite anecdote en passant, moi je viens de faire un livre sur l'espace où je raconte que j'ai failli, c'est un couronnement de ma carrière, être sélectionné comme astronaute. Ça s'est passé de la façon suivante. À l'Élysée, il y avait Michel Tonini, astronaute français qui a succédé à Jean-Loup Chrétien du côté russe, et il y avait une vidéotransmission entre le président de la République et puis la station Mir avec Michel Tonini. Et au bout de 5 minutes, le président est fatigué, il se tourne vers moi, où moi j'étais pour TF1 comme journaliste, et il me dit Monsieur Chavalet, vous voulez prendre ma place? Monsieur le Président, votre fauteuil. Non, 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 vous le connaissez. Je dis oui, c'est un ami. Allez-y, prenez ma place et discutez avec lui. Le président était fatigué. Il revient, je fais mon émission à TF1 en direct, et puis le président vient vers moi, et il y avait le ministre de la Recherche, Hubert Curien. Et il dit à Hubert Curien, et ils se vouvoient entre eux, Monsieur le ministre, est-ce que notre ami pourra aller dans l'espace? Moi j'écoutais, je rêvais. Hubert Curien dit, je pense, il a fait une carrière d'ingénieur, il a les compétences, l'entraînement physique. Que faudrait-il qu'il fasse, monsieur le ministre? Oh, Hubert Curien dit, il faudrait qu'il aille à la Cité des Étoiles, on va vous en parler pendant 1 an, l'entraînement. Il faut apprendre le russe à raison de 6 heures, Pesquet va vous le dire, 6 heures de cours par jour. C'est finalement la partie la plus difficile. C'est ça qui est lui. Voilà. Mais il va pouvoir être sélectionné. Et là, le président de la République dit à Hubert Curien, il lui dit, Monsieur le ministre, faites donc le nécessaire. Moi, j'étais à côté, je disais rien. Je disais, ça y est, je suis satellisé, je rêve, c'est pas possible. Et en fait, le rêve s'est terminé assez rapidement, parce que 3 mois après, le président est décédé, et mon rêve s'est terminé. La preuve, c'est que je suis resté sur Terre, je suis toujours là, voilà. Mais j'ai failli y aller, voilà. Allez, en image, vous regardez le parcours de nos astronautes français, puis je reviens vers vous pour vous donner la suite du programme.
Voilà, c'était un petit panorama des Français qui ont séjourné dans l'espace. Vous avez reconnu au passage quelques figures, même qu'on finit par connaître. Jean-Loup Chrétien. Deuxième, ça a été Patrick Baudry. Le troisième, Tonini. Léopold Eyarts, qui est ici, vous allez le voir, avec Pesquet. Et mon grand ami Jean-François Clairvoy. Juste une anecdote, parce que finalement, l'espace n'est intéressant que lorsque on le vit avec les hommes. C'est ce qui donne le piment. Quand j'étais avec Jean-François Clairvoy à Houston, il était très difficile de pouvoir pénétrer à l'intérieur des simulateurs de vol. C'est-à-dire, mon rôle était à TF1 de vous expliquer comment on effectue un rendez-vous entre la navette américaine et la station Mir. C'est la première fois qu'on le faisait. Jean-François Clairvoy, l'astronaute français, était chargé de tester les logiciels de rendez-vous. Et donc, il y avait un simulateur de vol, le 1G Trainer, comme on l'appelle, le 1G, c'est-à-dire un simulateur qui reproduit grandeur nature la navette, la soute, et puis, à travers un écran, on voyait au-dessus de nous la station Mir. Mais pour avoir les autorisations, c'était impossible. Et donc, j'ai trouvé l'astuce suivante, c'est ce que je mets dans mon livre. Et bon, vous ne le voyez pas à la télé, mais ce qui s'est passé. Donc, comme la femme de Jean-François revenait en France, parce que le climat de Houston était très chaud l'été, Jean-François me dit, je suis tout seul à Houston, je te propose de venir t'installer à la maison. Sympathique, on travaillera ensemble. Sympathique, mais il dit, tu vas devenir mon cuisinier. Et donc j'ai revêtu
la tenue blanche, la toque, et comme... mais que fait la gendarmerie pour le survol? Que fait la gendarmerie aérienne? Et donc, je me suis transformé, puisque j'ai un fils qui avait fait l'école hôtelière, en cuistot. J'étais le cuisinier de Jean-François Clairvoy. C'est normal, un astronaute français se devait d'avoir son cuisinier personnel. Les jours passant, à la fin, les équipages américains m'ont pris en amitié. Et puis, un soir, et ça, c'était pour moi quelque chose de formidable, quand le patron de la mission, c'était une femme, Helen Collins, qui était le commandant de bord de la navette, une femme remarquable, me dit, Michel, come with me, venez avec moi. Et ils m'ont remis un badge rouge, la combinaison bleue des astronautes à l'entraînement, et je me suis retrouvé dans le simulateur de vol. Voilà comment j'ai appris à piloter la navette. Alors, je vais demander à Paul Quiles. Ah ben oui, tout seigneur, tout honneur. On lui fait une standing ovation, évidemment. Thomas Pesquet, Paul Quiles, Jean-Yves Le Gall, le patron du CNES, Léopold Eyarts, on en parlera, qui a volé à 2 reprises. Oui, ben oui, vous êtes, pardon. Alain Maillet. Voilà, Maillet. On se connaît que par téléphone. Voilà. Il le mérite, hein, amplement. Et donc, on va passer une petite heure en leur compagnie, mais au préalable, je vais passer la parole à Paul Quiles, où j'ai tout raconté, Paul, et j'ai dit que j'ai eu le plaisir de vous côtoyer en tant que ministre, mais que j'ai eu le plaisir d'être un membre d'une commission technique dans votre cabinet. Merci Michel. Bonjour, et comme il est dit là-bas, bienvenue à Cordes-sur-Ciel, bienvenue dans cette belle cité médiévale. On s'en est un peu éloigné parce que vous êtes trop nombreux pour être sous les arcades médiévales. Il y aurait eu des problèmes de sécurité, donc c'est pour ça qu'on vous avait invité à venir dans ce lieu. Je veux remercier toutes celles et tous ceux qui nous ont permis d'aménager ce stade, la mairie d'Albi, la communauté d'agglomération d'Albi, les transports gros, l'entreprise Gauthier Matériaux, et puis, bien entendu, le CNES, qui est à l'origine du projet que j'avais proposé à Jean-Yves Le Gall il y a quelques années. Et on est la 6e édition. Et celle-ci est très particulière puisque l'espace qui était considéré à l'époque où j'étais ministre et où Jean-Yves Le Gall était mon conseiller, était difficile de faire passer l'idée que l'espace c'était important pour la vie quotidienne, c'était important pour les hommes. Il y avait bien entendu des scientifiques qui le pensaient, mais le monde, le public, les politiques ne le pensaient pas. Aujourd'hui, c'est différent. Et je crois qu'il faut rendre hommage non seulement au CNES, à l'Agence spatiale européenne, à Arianespace, mais aussi à celles et ceux, c'est surtout des hommes, mais il y a quelques femmes qui sont allées dans l'espace et qui ont fait comprendre qu'on ne va pas là-haut simplement pour faire une performance sportive, mais aussi pour expliquer ce que l'on peut apporter à la vie quotidienne des hommes et des femmes de notre temps. Et c'est pourquoi ce soir, je pense que vous êtes aussi nombreux pour voir Thomas Pesquet. On a pu voir le succès qu'il avait tout à l'heure auprès des jeunes et des moins jeunes. Il a bénéficié d'un phénomène nouveau, comme le disait Léopold Eyarts, qui pourtant n'est pas si âgé que ça, il est beaucoup plus jeune que moi, et qui était dans l'espace en 88 et 98. Il ne bénéficie pas, comme vous, des réseaux sociaux et de cette capacité que vous avez eue auprès de bon nombre de Français, d'Européens, et aux États-Unis, et partout en Russie, de donner l'impression que vous rentriez chez les gens tous les jours en leur apportant des photos. Et ils avaient une proximité avec vous, je ne sais pas si c'était lié au nom de la mission, Proxima, une proximité avec les gens qui était assez exceptionnelle. Et vous en avez bien, j'aurais dit joué, non, vous n'avez pas joué, vous avez bien utilisé cette capacité pour permettre vraiment que l'espace soit quelque chose que les gens comprennent. Et me tournant vers Jean-Yves Le Gall, c'était tu t'en souviens, il y a
j'ai pas fait le calcul, ça faisait une vingtaine d'années, un peu plus, non, une trentaine d'années presque, où on n'arrivait pas à faire comprendre que c'était important, qu'il fallait mettre de l'argent là-dedans, il fallait faire de la coopération internationale, et il fallait respecter, admirer celles et ceux qui allaient dans l'espace et qui pouvaient nous apporter des informations fantastiques, ce que va faire Thomas Pesquet ce soir avec Léopold Yartz et aussi Alain Maillet, que je remercie, qui est ingénieur en physiologie. Voilà. Et ils vous expliqueront tout ça grâce à Michel Chevalet, qui va être un admirable... comment dire, monsieur Loyal? Non, qui va être le plus ancien et qui est tout à fait capable d'animer cette soirée parce qu'il connaît l'espace par cœur. Il l'a même fréquenté d'assez près lors d'un lancement de fusée soviétique à l'époque à Baïkonour, où il a voulu aller très très près. Il a déjà raconté l'histoire, il la raconte souvent. Il en a trop dit. On assistait au lancement d'une Proton. Et j'avais demandé aux autorités, j'étais avec Paul, je voudrais la faire en direct pour PPDA à TF1. Alors les Russes, ils disent, oui, d'accord, ok. Donc on va, lui, il va à des délégations officielles, et puis on monte dans une Gigouli, la Jeep russe, et ça roule. On était à une demi-heure du lancement, et vous voyez au loin la fusée qui grandit, qui est éclairée. Et puis à 1 kilomètre, la Jeep s'arrête, et puis on me dit, bah, vous êtes là. Il m'avait mis un petit bureau, un téléphone, et j'avais la régie de Cognac, quand on voit loin. Et il y avait des projecteurs, truc. Et on me dit simplement, bon, quand elle va décoller, vous ouvrez la bouche, sinon le tympan vont être crevés. C'est énorme, une Proton, ça pousse à 900 tonnes. Mais la suite, donc je fais mon direct, et je reviens, on me ramène là où il y avait les cocktails, où étaient avec les officiels, où était le ministre. Et authentique, Paul me voit arriver et me dit, t'es encore vivant? Oui. Voilà, tu es encore vivant, c'est tout, une parole d'amour. Donc il est encore vivant et il va animer le débat ce soir. Et on le remercie beaucoup. Et je crois que avant de lui laisser la parole, il va falloir lui enlever de temps en temps. Je voudrais que Jean-Yves Le Gall vous explique le plus formidable qu'amène le CNES avec cette opération et ces opérations que nous célébrons ce soir tous ensemble. Bien, merci, bonsoir. Donc, le CNES est très heureux d'être associé depuis 5 ans maintenant à cette opération estivale Le Ciel sur Corde, parce que vous le savez, le CNES a plus de 70% de son personnel au Centre spatial de Toulouse, en région Occitanie, et il était normal que nous associons à la passion de Paul Quilès pour l'espace, et donc d'organiser chaque année cette manifestation ici, parce que ça nous permet bien sûr d'expliquer ce que nous faisons. Donc les éditions précédentes ont été déclinées en fonction de l'actualité. Rosetta, Philae, bien sûr, vous étiez nombreux à regarder la comète, ce qu'on a fait sur le climat au moment de la COP 21, et cette année, eh bien, il était tout à fait normal que Thomas Pesquet et Léopold Eyarts viennent nous parler de l'homme dans l'espace, parce que la mission Proxima de Thomas est un succès considérable, les réseaux sociaux, tout ce qu'il a fait, tout le monde en a parlé, et je crois que c'est très très important de continuer à expliquer ce qui a été fait pendant plus de 6 mois par Thomas. La mise en œuvre de nombreuses expériences qui ont été développées dans cette région, au CNES, au CADMOS, où on conçoit des expériences où les astronautes viennent s'entraîner et ensuite les mettre en œuvre dans l'espace. Et donc c'est tout cela que Thomas va vous expliquer ce soir. Mais pour le CNES, c'est une occasion de plus de faire connaître l'espace. Et comme Paul l'a rappelé, je crois que on a tous besoin d'espace, parce qu'on ne peut pas imaginer une journée sans satellite, les télécommunications sont coupées, on ne peut plus observer la planète, il n'y a plus de météo et ainsi de suite. On a tous besoin d'espace, mais pour que l'espace se développe, l'espace a besoin de vous, pour que vous puissiez dire à quel point c'est important. En ce moment, on est en train de voter notre budget, donc c'est un sujet d'actualité. Et c'est pour cela que je pense que c'est très bien d'organiser ce genre de manifestation. Je voudrais remercier donc tous ceux qui sont là, d'abord, vous, pour votre intérêt d'être venus ici ce soir. Je voudrais remercier toute l'équipe de Cordes sur Ciel qui fait
année après année un travail absolument formidable. Je voudrais remercier aussi nos invités de ce soir. Thomas qui arrive de Houston, donc il y a 15 heures d'avion derrière lui, mais enfin, après 6 mois dans l'espace, je pense qu'on finit par avoir l'habitude. Et puis Léopold qui est venu aussi nous parler de son expérience, notre ami du CADMOS, et puis bien sûr Michel Chevalet, parce que je le dis et parce que c'est la vérité, si je fais du spatial aujourd'hui, c'est parce que quand j'avais 10 ans, je regardais Michel expliquer à la télévision comment ça marche. Voilà, merci. Merci Jean-Yves. Ben, prenez place. Prenez place. Alors d'abord, au centre, tout seigneur, tout honneur. Thomas, bien sûr. Alors comme le nombre de micros est limité, moi je vais rester un peu debout. Il y a mon ami Léo, il y a le scientifique. Voilà, on va mettre le scientifique et Léo. Puis moi je vais rester debout, vous inquiétez pas, j'ai l'habitude. Alors je voudrais résumer, avant de passer la parole, à mon avis, en tant que journaliste qui a suivi, je suis plus à TF1, mais enfin je le suis sur Canal+, ce qu'a fait Thomas, je vais résumer ce que j'ai mis en tête de mon livre, cette phrase qui est de Bertrand Piccard, qui est un ami très proche. Et Bertrand Piccard dit, pour changer la société, il faut changer les hommes. Et pour changer les hommes, il faut leur donner envie. Et je dois reconnaître que Thomas a donné envie au grand public de s'intéresser à l'espace, comme moi, je l'ai fait à mon niveau à la télévision, comme moi, je l'ai fait aussi quand j'étais professeur de mathématiques où je mettais des shadows dans mes démonstrations. Juste pour l'anecdote, j'ai eu Laurent Voulzy comme élève, vous voyez. Pas très bon en maths, hein, vous voyez ce que je veux dire. Et puis Patrice Duhamel, qui a été tout de même le patron de France Télévisions. Voilà. Donc c'est pour vous situer les choses. Alors, on ne va pas refaire le monde ce soir. Beaucoup de choses ont été dites sur la mission de Thomas. Et Thomas l'a parfaitement illustré en utilisant intelligemment et pour la première fois les possibilités des réseaux sociaux. Mais on va essayer de comprendre ce qu'il a fait réellement. Alors la première des questions, bien sûr, elle est à Thomas. Et puis après, on va voir avec les autres intervenants. Je vais demander d'abord la première des questions que l'on vous pose quand on vous voit, puisque vous êtes revenu, quelques conférences de presse, puis, et c'est normal, vous êtes éclipsé parce que vous avez autre chose à faire. Il y a des missions scientifiques, on va en parler. Mais la première des questions que tout le monde peut vous poser, c'est comment allez-vous, mon cher? Comment allez-vous? Apparemment, mieux que je vous ai vu à votre retour. Oui, on m'entend là, c'est bon? Ouais, c'est bon. Oui. Non, ça va très bien, Merci Michel. Bonsoir à tous. Ouais. Ah bah oui. Ça va très très bien. Effectivement, je suis très heureux d'être là ce soir parce que des soirées comme ça, en fait, dans l'ISS, on n'en a pas beaucoup. C'est un peu ça qui m'a manqué, en fait. Regardez autour de vous à quel point le village de Cordes-sur-Ciel est magnifique, à quel point la nature autour est magnifique. Nous, évidemment, on n'avait pas tout ça. On était dans un environnement très technique et puis ça faisait réfléchir, justement, on en parlera sur cette nature qui nous entoure, de rencontrer des gens aussi, 6 mois dans la station avec les 5 mêmes personnes. C'est pas difficile, mais c'est particulier, on va dire. Là, aujourd'hui, ce soir, j'ai la chance de vous rencontrer tous et puis d'échanger un petit peu et puis de parler de cette mission qui m'a bien occupé. Voilà, mais ça va très très bien physiquement. Je me suis remis rapidement. On se rappelle de l'atterrissage. Retour sur Terre, Léo pourra peut-être témoigner aussi que c'est difficile. Hein, après avoir passé longtemps dans l'espace, le corps s'est habitué. On est devenu un être spatial, en fait. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le corps humain qui font qu'on s'est adapté à la vie spatiale. On n'est plus très bien adapté à la vie sur Terre, par contre. Hein, le système d'équilibre, le système musculaire, sanguin, etc. Donc il faut se réhabituer. Ça prend un petit peu de temps, mais on a des médecins qui s'occupent de nous. Au bout de quelques heures, on commençait déjà à marcher et ensuite on s'est remis au sport assez rapidement. Ça prend, je pense, 18 heures en gros pour revenir à 80% de ses capacités. Et puis ensuite, tous les jours maintenant, je retourne un peu à la salle de sport pour revenir à 100%. Et j'espère être à 100% à temps pour la prochaine mission.
Alors, on va en parler. Ça sera la question que je poserai à la fin à Jean-Yves, ça, le patron du CNES. Non, je voulais simplement, Thomas, vous demander, est-ce que, bon, vous connaissez mieux que quiconque, est-ce que vous ne sentez pas de séquelles de votre séjour de 6 mois dans l'espace? Est-ce que vous dites, ah, il y a encore ça que je coordonne mal, ah, j'ai encore pas retrouvé mon poids, ah, voilà. Non, j'ai pas de séquelles. C'est vrai qu'on m'avait raconté des histoires d'astronautes après. Oh là là. Oui, c'est ça. Voilà. Après 6 mois dans l'espace, où on a l'habitude que les choses flottent autour de nous, on pose son stylo en l'air et puis évidemment on commence à casser des verres et à casser des choses comme ça. Donc des retours sur Terre un peu compliqués. Moi, j'ai pas vécu ça. C'est vrai que sur la vision, sur la force, je suis presque revenu à là où j'en étais avant la mission. La seule chose qui me manque un petit peu, c'est peut-être le cardio. On fait beaucoup de sport dans la station, 2 heures, 2 heures et demie par jour. On court sur des tapis roulants, mais on court pas à son poids maximum. On court avec un système Attendez, la question que tout le monde se pose, j'essaie d'intermédiaire, mon cher, je vais être très précis. Comment pouvez-vous nous expliquer que vous avez fait 2 heures de sport par jour, mais quand vous êtes revenu sur Terre, vous étiez KO? C'est comme si ça avait servi à rien. Enfin, je parodie. Je vous provoque là. Ce qu'il faut se dire, c'est que si je l'avais pas fait en revenant sur Terre, ça aurait été bien pire. Une mission de 6 mois, si on fait pas de sport du tout, on va perdre presque 10% de masse osseuse par mois et de masse musculaire. Donc heureusement, on fait du sport tous les jours, on maintient quasiment à zéro. On perd pas de masse musculaire, de masse osseuse. Par contre, le plus difficile, c'est pas tellement la force, même si soulever son bras quand on sort de la capsule, c'est comme si on avait un poids attaché partout, même ma mâchoire. On parlait tout à l'heure du coup de fil avec le président de la République, et je parlais bizarrement parce que le téléphone était lourd et ma mâchoire était lourde en fait. Je pouvais pas soulever ma mâchoire, je pouvais pas soulever ma langue. Donc je parlais un peu comme ça, avec la bouche pâteuse, ce qui n'est pas génial quand on parle au président de la République, mais bon, en même temps j'avais une excuse, je revenais de l'espace. Mais non, on récupère assez rapidement, et si on ne faisait pas ces 2 heures de sport-là, on serait en mauvais état. Alors je vais me tourner aux scientifiques, puisqu'il vous a suivi. Ce qu'il faut dire, c'est que quand on envoie un homme dans l'espace, c'est pas du jour au lendemain, ça se prépare une mission, c'est plusieurs années. Et c'est une longue chaîne. Alors je passe bien sûr sur la partie technique, c'est-à-dire le côté lanceur, entretien de la station. Les manips scientifiques, on va y revenir, qu'il faut déposer des programmes, fabriquer les matériels, que les astronautes s'entraînent à savoir s'en servir. Vous voyez, toute une chaîne. Mais il y a 2 éléments que l'on ne voit pas et qui sont capitaux quand on est au sol. Il y a ce que j'appellerais le CAPCOM. Le CAPCOM, c'est celui qui est chargé de la communication au sol, entre le sol et les astronautes. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une personne, généralement c'est un astronaute, qui est habilité à parler aux astronautes pour éviter la cacophonie où que chacun prend le micro et les engueule en disant « Pourquoi tu ne m'as pas fait ça ?» Ben dis donc, ton truc qui ne marche pas. Voilà. Alors l'un des Capcom, il est là, c'est Léopold Eyarts. Alors Léopold Eyarts, astronaute, moi je l'ai connu, je l'ai suivi durant ces 2 missions, l'une à bord de la station Mir, côté russe, et on va parler du Soyouz, et puis l'autre avec la navette. Et là, vous avez été, en quelque sorte, le Capcom, c'est-à-dire vous étiez, vous, à Toulouse, au Cadmos, et vous étiez aussi en liaison avec Thomas. Oh ben, non, reprenez, voilà, allez-y. Bonsoir à tous. Oui, alors pour préciser un petit peu, après ma 2e mission, je suis revenu en Europe et je suis devenu un Capcom, ce qu'on appelle à l'Agence spatiale européenne un Eurocom. Donc on a modifié un peu le terme pour l'européaniser un petit peu. Et donc c'est des groupes de gens, mais c'est exactement comme vous l'avez expliqué. Donc c'est celui qui communique avec l'équipage. Et il y a beaucoup d'astronautes qui font ça aussi aux États-Unis en particulier. En Europe, il y en a aussi. Thomas d'ailleurs a été il y a quelques années entraîné comme Eurocom avant qu'il soit en entraînement. Et donc c'est un intermédiaire en quelque sorte qui parle le langage des astronautes, mais qui doit aussi faire la coordination avec les gens qui sont au sol. Alors on parlait du Cadmos, ce qu'on appelle les centres utilisateurs chez nous, c'est-à-dire les gens qui connaissent bien la science, qui ont préparé les expériences, les procédures, donc ils connaissent tous les détails en cas de problème également. Et donc c'est avec ces gens-là qu'on coordonne pour pouvoir transmettre des informations, je dirais, appropriées et dans un langage qui soit ça vous arrive pour les astronautes. Ça vous arrive de vous engueuler, non?
Non, mais, Avec l'astronaute, d'abord. excusez-moi, je pose des Non, bonnes non, questions. Parce qu'il y a des... Attendez, ils veulent pas le dire. Enfin, ça, c'est le rôle du journaliste qui suit même jeu. Il y a eu des fois des engueulades, des jurons entre le sol et l'équipage qui n'en faisait qu'à sa tête. Hein, c'est déjà arrivé. Ils ont dit, vous faites chier, vous m'emmerdez, je ferai mon truc. Vous vous souvenez, enfin, Jean-Yves Le Gall se souvient d'un Jean-Loup Chrétien qui avait des problèmes. Il devait déployer, il a fait une sortie dans l'espace, Jean-Loup, vous vous souvenez? Il devait déployer une antenne vous savez, qui déploie un peu comme un parapluie. Et puis, on avait oublié une chose, c'est qu'il y avait eu de la vapeur d'eau sur l'antenne. Et quand elle est sortie dans l'espace avec moins 100 degrés, évidemment, la vapeur d'eau, ça fait du givre. Et donc, toutes les structures métalliques, les articulations étaient givrées. Donc, impossible de la déployer. Et le sol, donc Jean-Loup, il faisait le maximum, et il fallait que ça se passe en visibilité, de façon quand la station Mir était sur le sol russe, en somme. Et là, le temps passait, ça ne fait pas. Et puis à la fin, eh bien, comment ils ont fait? Jean-Loup a poussé un juron retentissant, moi j'étais au-dessous, et puis la méthode, le sol lui disait, bon, ben ça va pas. Eh bien Jean-Loup, on l'a entendu quand la station, c'est le russe qui a fait, on a entendu des... C'est pas ce que vous croyez. À coup de botte, il a débloqué l'antenne. Vous voyez, voilà. Et là, le sol lui disait mais non, tape pas dessus. Donc il y a eu une engueulade entre le sol et le Capcom qui faisait, et puis les astronautes. Mais le résultat était là, vous voyez. Alors, je n'ai pas le souvenir que Thomas ait donné des coups de pied dans les expériences pendant cette mission. Non, on va parler de votre sortie. Il a peut-être fait en dehors des caméras. Non. On va parler de... Ah ben, il y a des caméras partout. Non. Alors là, maintenant, vous ne pouvez plus. Il y a des caméras partout. Juste, je voudrais qu'on revoie en images. On va regarder en images tout de même la mission de Léopold. Magnéto, Serge. Ça vous rappelle quelqu'un, ça? Vous allez nous la commenter. Hein. Vous allez voir les images. On va apparaître. Voilà. Voilà, donc la navette spatiale qui ne vole plus aujourd'hui, puisque la navette a été arrêtée en 2011, et notre mission, c'était d'amener le module européen, Columbus. Donc ça, c'était en 2008, donc c'était il y a 9 ans. Donc là, vous venez d'arriver, j'imagine. Et donc ça, c'est l'arrivée, voilà. Donc on vient d'ouvrir la porte. Là, on est sur la station robotique. Donc on décharge le module européen de la navette pour venir l'installer sur la station spatiale. Voilà, parce que vous étiez chargé, cette mission, c'était d'apporter le module européen Columbus et de l'attacher à la station spatiale. Et vous avez été le premier à rentrer dans le module. Voilà, donc j'ai eu l'honneur et le plaisir d'ouvrir la porte. Là, c'est ce qu'on voit ici, d'allumer la lumière dans Columbus. Alors à l'époque, vous voyez que c'était bien rangé. Après que Thomas soit passé, c'était un peu moins bien rangé. Il y avait moins de choses, Thomas. Il a eu à faire beaucoup de choses aussi. Alors, il y a eu beaucoup de travail pour, ce qu'on appelle la réception pour les avions, c'est-à-dire mettre en place le matériel, le configurer, enlever toutes les choses qui sont faites juste pour le lancement et commencer à démarrer les expériences. Alors, il y a eu vous voyez qu'il y a beaucoup plus de monde que dans ce qu'on voit habituellement aujourd'hui, puisqu'à l'époque, lorsque la navette américaine venait rejoindre la station, on était une dizaine à bord. Donc il y avait la crise du logement là, à 10 à bord. Voilà, donc la station est grande, il y avait quand même de la place. Voilà, donc là la navette Atlantis qui m'avait amené est repartie, et moi je suis resté à bord pendant à peu près 2 mois en attendant une nouvelle navette qui est arrivée quelques semaines après et qui était aussi une mission d'assemblage de la station internationale. Donc ça c'était votre principale mission. Alors ça c'est l'atterrissage de la deuxième navette, donc 123. Endeavour. Et à mon avis, c'est pour moi, j'ai assisté la partie peut-être la plus bluffante et la plus spectaculaire. On n'entend pas un bruit et on voit cet engin qui se présente à 400 à l'heure. Un planeur, et qui se pose quasiment au mètre près sur la piste. C'est bluffant. Voilà, il y a eu quelques... En général, ils sont bons. Oui, il y a eu quelques sorties de piste, dirions-nous. Il y a eu quelques petites sorties de piste. Et des pneus qui ont éclaté aussi. Voilà. Alors, à côté de vous, dans la chaîne, il y a le Capcom, mais il y a celui qui est le responsable et le suivi des manips scientifiques au sol, au Catmos, à la Maillet, qui était chargé, donc vous, entre autres, toute une équipe, et bien entendu, justement, de manips scientifiques à bord. Et est-ce que vous étiez, donc c'est la partie médicale, physiologique, on va en parler, et on dira 2 mots du reste, mais donc vous étiez, vous, en liaison avec Thomas.
Très peu. Ah bon, raté. Bon, d'accord. Non, en fait, il n'y a que quelques expériences où on a une liaison directe avec la station. Sinon, on passe toujours par Eurocom, qui est à Munich. Voilà. Et il y a quelques expériences pour lesquelles on a un besoin d'interaction rapide avec l'astronaute. Et ça a été le cas sur le vol de Thomas, notamment pour la recette en vol de l'échographe qu'on a monté pour la mission de Thomas. Sur Alors, lequel on... Expliquez-nous. Voilà, parce que moi j'ai connu le premier échographe, Jean-Loup Chrétien, Léandre Pourcelot, à Tours, qui avait mis au point un petit échographe. Et quand vous allez passer un Doppler chez le cardio, on utilise un petit échographe avec la sonde. Eh bien, il est dérivé, il était fabriqué par Matra, il était mis au point. Il faisait 1 mètre cube. Et il est dérivé directement de la technologie spatiale. Là, c'est une très très belle retombée. Ouais. Là, donc celui-là, il est plus perfectionné. À l'époque, il faisait 1 mètre cube, l'as de cœur. Donc il était assez gros. Et oui. Celui qu'on a monté pour Thomas, il fait 10 cm d'épaisseur et 40 cm de large. Et surtout, il y a la télémesure. Et la grosse particularité, c'est qu'on peut réceptionner les images au sol, mais surtout contrôler la sonde de l'échographe depuis le CADMOS. Donc le médecin est au CADMOS et c'est lui qui pilote la sonde depuis le sol. Alors ça ne plaît pas à l'astronaute parce qu'il intervient beaucoup moins. Il était, on va en dire un peu plus, il était à la fois l'acteur et le cobaye. Tout à il fait. était son propre cobaye. Oui. Donc Thomas tenait la sonde. Et vous a torturé, non, dites-le. Il n'y a personne qui vous écoute. Vous pouvez nous dire. Ils le disent pas, mais si. Il y avait des chocs électriques, il y avait des. Si. Pas sur l'échographe, mais sur après. On va en parler. On va en parler de tout ça. Je vais en profiter pour présenter mes griefs et régler mes comptes. Voilà. Là, c'est le moment. Qu'est-ce que vous avez vu? Vous avez suivi? J'oserais dire, non pas la dégradation, mais les modifications physiologiques de Thomas. Vous voyez vivre, vous étiez à Toulouse au sol, et vous voyez vivre tout le système cardiovasculaire de Thomas. Et vous avez vu se modifier. Oui, on voit quelques modifications, notamment celles qui peuvent apparaître au niveau de la partie haute du corps, la carotide. Par exemple, les modifications de la paroi artérielle, par exemple. En fait, Thomas l'a dit tout à l'heure, il y a des modifications au niveau de l'os. Il y a aussi quelques modifications qui peuvent être observées au niveau de la paroi artérielle. On parle de perte d'os et on peut parler de rigidification de la paroi artérielle. Il a vieilli alors? C'est comme s'il avait vieilli, mais l'avantage, lui, c'est qu'il va récupérer. Vous êtes gentil. Ouais. Il est revenu et puis il va pas lui dire, dis donc, t'as pris. Non, mais je parlais de moi aussi. Hein. T'en as pris 15 ans. Voilà. Non, entre nous, c'est vrai. Oui, non, mais il est jeune, il récupère bien. Sur 6 mois, les études actuelles montrent qu'au niveau de la paroi artérielle, on pourrait avoir un vieillissement de l'équivalent de 15 à 20 ans. Alors, est-ce qu'il est vrai, on va donner quelques petits détails tout de même. Vous savez, quand il se trouve tout de suite en apesanteur, tout le système cardiovasculaire, le cœur, il ne comprend pas. Parce que d'habitude, il faut pomper, aspirer des jambes pour remonter là et puis irriguer le cerveau. Il y a des automatismes qui sont là. Et donc, le système pédale. Parce que d'un seul coup, le sang reflue sur l'abdomen. Et donc, c'est pour ça que vous êtes aussi souvent bouffi. Il faut 2-3 jours. Voilà. Mais le corps, s'adaptant, dit « Ouh là là, j'ai trop de pression, je vais faire baisser la pression. » Et comme on fait baisser la pression dans une tuyauterie, eh ben on ouvre un robinet de purge. Et le robinet... Oui. Et donc, est-ce que aussitôt, on fait pipi rapidement pour... Vrai ou faux? Oui, mais Thomas l'a mentionné tout à l'heure, il y a eu problème, les WC étaient bouchés au début. Hein? Non, alors oui, tout à fait. On a eu des problèmes de toilettes cassées. Non, mais moi, j'ai pas noté de changement à ce niveau-là tellement. Non. On a peut-être moins bu les 2 premiers jours, mais ça m'a pas choqué. Mais si, effectivement, par contre, on a cette sensation même d'avoir une pression un peu supérieure dans le cerveau. On a le visage un peu bouffi, parfois des mal de tête. Mais le corps humain, c'est une belle machine, hein, ça s'adapte assez rapidement. Ça fait partie des choses auxquelles il faut se réadapter en revenant sur Terre. Effet inverse, on n'a pas assez de fluide en revenant sur Terre. C'est pour ça qu'on a parfois du mal à se tenir debout si on se lève... Soyez précis, il vous manque grosso modo 1 litre de sang en volume sanguin. Oui, il vous manque. Ça. Et donc vous risquez la syncope. Enfin, je traduis. Oui. Parce que brutalement, il y a 0 G, apesanteur, et d'un seul coup, on va y revenir, on rentre dans l'atmosphère avec le Soyouz, et on ne fait pas 1 progressivement, on s'en tape 4 ou 5.
Et là, vous êtes écrasé. Et là, donc, pour le système cardiovasculaire, le sang se déplace, la pompe risque de se désamorcer. Et donc, avant, qu'est-ce qu'on fait? On vous fait boire de l'eau salée, Oui, on fait ça. On prend des pastilles de sodium, en fait, de sel pour retenir l'eau. On boit beaucoup, ouais. on se charge énormément en fluide pour faire face à cette rentrée qui est le moment physiquement le plus difficile de tout le vol, hein. Comme on l'a dit, 4G, donc 4 fois le poids du corps. C'est comme si on avait une vache assise sur la poitrine. Oui, c'est ça, il à m'a peu dit, près. oui, c'est bien. À peu près, Il- une vache il et avait demie, la- une vache et demie. il avait Et, une vache sur le ventre, oui. et donc, il fait très très chaud parce que la capsule s'échauffe, on freine par frottement atmosphérique, hein, donc, Et il n'y a plus de climatisation. non, parce que- il n'y a plus de climatisation du tout, donc la température monte assez fort dans la cabine. Donc je ne sais pas combien monte le cœur, on est suivi, hein, on a des paramètres médicaux qui sont enregistrés, mais à physiquement c'est le combien, moment le plus Alain difficile. Bah alors, Alain, il marchait plus votre bidule, là? Ceux-là, on les a pas. Ah bah oui, c'est vrai. Et ils s'étaient débranchés, ils sont restés dans la station. Ah bah voilà. Donc ils pouvaient mourir. Alors Alain, ils pouvaient mourir dans la rentrée de l'atmosphère et vous ne le saviez pas. Il y a les médecins russes qui surveillaient son retour et qui ont toutes les données pendant le retour. C'est les Russes qui surveillent. Oh, faut que je vous taquine un peu, même, mais voilà. On en dit deux mots sur la rentrée dans l'atmosphère qui est virile. Mais je vous dis, c'est Claudie Dehaye, quand j'avais été la récupérer en plein Kazakhstan, et Claudie m'a dit, ouah, c'est viril. Voilà, 12 euphémismes pour dire, c'est un truc de mec. Alors, d'abord, Léopold, le premier, il l'a vécu. La rentrée. Ouais. Hein, la Oui, rentrée oui, avec oui, le Soyouz. la même que Thomas, pratiquement. Sauf que nous, on est arrivé en hiver, il y avait une tempête de neige à l'arrivée, mais bon, le reste était identique, pratiquement. C'est-à-dire, on est d'abord chahuté quand le parachute s'ouvre. Voilà, donc il y a d'abord une décélération, donc Thomas en a parlé, de l'ordre de 4-5 G lorsqu'on est dans la phase, je dirais, au milieu de la rentrée. Et puis après, il y a l'ouverture du parachute qui est un moment enfin, qui arrive instantanément pratiquement. Et là, la capsule commence à se balader un petit peu dans tous les sens. Et on est un petit peu désorienté à ce moment-là, puisque notre oreille interne, notre système de l'équilibre a perdu l'habitude de ce genre je dirais, de contraintes. Et donc après, lorsque le parachute est ouvert, on attend avec impatience le moment de l'impact au sol. Voilà, donc qui est toujours un peu aléatoire et se passe plus ou moins bien. En général, ça se passe bien, mais il y a eu des moments où ça a été assez brutal pour certains. On a eu peur. Vous êtes tombé en pleine tempête de neige. Hein. Voilà, donc il n'y avait pas toutes les équipes de secours à l'arrivée comme les a eu Thomas. On avait 2 hélicoptères en fait dans lesquels on a pu embarquer, qui nous ont ramenés sur un aéroport où se trouvaient les secours. Quelques centaines de kilomètres. À un moment, je suivais ça en direct à la télévision. Je voyais le parachute, il descendait lentement. Et puis à un moment, il avait une seule tranche de parachute. J'ai dit, oula. J'ai vu le parachute qui se commençait. J'ai dit, oula, il va pas se foutre en torche à la fin. J'ai eu peur. Vous l'avez su, ça, non? Alors nous on était dedans donc on voyait beaucoup moins bien, hein, non mais globalement faire du parachute avec une capsule d'une tonne et demie quand on commence la rentrée à 28 000 km/h en traversant l'atmosphère là où ça va nous échauffer le bouclier thermique jusqu'à 1500 degrés je crois, ça fait fondre la capsule, hein. La rentrée atmosphérique on est dans un vaisseau spatial donc en 3 parties qui va se séparer, il n'y a que celle du milieu qui rentre sur Terre, celle où sont assis les astronautes. Donc un vaisseau spatial qui se sépare en 3 parties, c'est avec des boulons explosifs. Ça veut dire qu'il explose. Donc votre vaisseau, il commence par exploser. C'est vraiment comme ça que ça se passe, hein. On entend des détonations et on a des morceaux qui partent, qu'on voit par le hublot. Donc bon, c'est pas hyper agréable comme sensation. Ensuite, on fait la rentrée atmosphérique et là, ce vaisseau qui a explosé, la partie qui reste, elle va commencer à fondre en fait, parce que c'est le freinage atmosphérique qui fait fondre le bouclier thermique, qui opacifie complètement les fenêtres, qui deviennent noires, hein, carbonisées. Donc le vaisseau, il fond, ça sent le brûler. Donc d'abord, il explose, ensuite il fond. Et ensuite, on est complètement écrasé pendant cette rentrée atmosphérique. Donc, on l'a dit, 4G et demi, il faut respirer avec son ventre parce qu'on n'arrive même plus à soulever la cage thoracique, en fait, hein. Donc, on peut respirer qu'avec l'abdomen. C'est une technique particulière. Et quand le parachute s'ouvre, on est à la fois soulagé, parce que c'est quand même une bonne nouvelle, mais ça dure 15-20 secondes. Parce qu'en fait, il y a 3 parachutes, un petit, un moyen, un grand, parce que si on ouvre le grand directement, ça arrache tout. Vu la vitesse à laquelle on va, donc petit, moyen, grand, et la capsule tournoie pendant très longtemps, on se cogne un peu partout, et puis au bout de 15-20 secondes, tout ça se stabilise, et là, c'est déjà une bonne chose de faite,
Et là, ensuite, on reprend un peu son souffle jusqu'en attendant l'impact avec le sol, qui est l'équivalent. Léo, tu me confirmes si je dis des bêtises, hein, mais moi, je l'ai vécu comme un accident de voiture. Il faut imaginer sur l'autoroute à 130, puis tout d'un coup, il se passe un truc un peu spécial, grand coup de volant, et là, on se met à faire des tonneaux dans tous les sens jusqu'à ce que ça s'arrête. Et quand ça s'arrête, on se regarde avec les collègues, ça va, ok, bienvenue sur Terre. Donc c'est vraiment comme ça que ça se passe. Hein. Alors, non mais oui, c'est pas un truc de tout repos, hein, c'est pas une balade. C'était très beau ces photos quand il faisait les calipettes dans la station. Bon, moi j'adorais le regarder sur l'écran de mon ordinateur, mais c'est pas une partie de plaisir. Hein. Ouais, je suis gentil, hein. Je justifie votre mission. Hein. Ah, voilà. Je voudrais juste une comparaison, puis on va regarder un bout de film de votre mission, et puis on va revenir sur l'expérience scientifique. Je voudrais qu'on vienne avec Léo, parce que Léo, il a connu les deux. Il est parti avec un Soyouz aux fesses, la fusée Soyouz. C'est du viril, mais ça vibre, bon, c'est un gros pétard. Et il est revenu, tel que vous l'avez vu, avec le Soyouz. Mais vous avez l'expérience navette. Alors navette, c'était cool, hein. C'était léger, ça poussait, ça vibrait un peu. Les accélérations à la fin, c'était 3G, m'a dit Clairvoy. Bon, on retourne. Le départ, bon. Mais le départ. C'est surtout la rentrée. La rentrée est soft avec la navette. Oui, le départ est à peu près identique au lancement du Soyouz. On a à peu près le même type d'accélération et donc on est à peu près assis de la même façon. Donc c'est exactement les mêmes sensations. Le départ de la navette est un petit peu plus violent parce qu'il y a des boosters. Donc à poudre, oui. Fusée à poudre qui s'allume au décollage, qui crée des vibrations pendant quelques dizaines de secondes. Mais après, c'est à peu près la même chose sur le Soyouz. La rentrée, par contre, ça n'a rien à voir, bien entendu. La navette rentre comme un avion, elle a des ailes, hein, donc il faut qu'elle rentre en douceur pour pas casser ses ailes. Et donc elle rentre à peu près 1 G et demi, un maximum, donc à peu près 3 fois moins qu'un Soyouz. Et donc on sent rien. Hein. Je suis arrivé avec Air France ce matin, c'était presque un peu plus turbulent, je dirais. Et l'atterrissage. Oui, bravo ça pour les pilotes d'Air spécialement France. pour Thomas. Il y a des pilotes d'Air France qui n'atterrissent pas, qui appontent. Hein, par moment. Non, hein. en général, il se pose bien. Voilà, oui. Mais la navette est un planeur, donc elle se pose sans moteur. C'est un mauvais planeur. Alors un mauvais planeur, certes, mais elle n'a pas de moteur à l'arrivée. Donc elle se pose exactement comme un planeur. Et c'est vrai que le jour de l'atterrissage, donc et c'est là où 123, on mesure donc le progrès. J'ai atterri, j'ai absolument rien senti au moment de l'atterrissage. C'était vraiment ce qu'on appelle un kiss landing. Un kiss landing. Donc, voilà. Et c'est ça et c'est là où on mesure le progrès technologique qu'a représenté la navette par rapport où on est revenu. Un engin très différent, oui. Très différent. Complètement. Un engin merveilleux. On n'a pas fait un kiss landing du tout, nous. Hein. Non. Pas du tout. Alors, est-ce qu'il est vrai, m'ont dit des Russes, qu'il y a des gars qui avaient des bleus, où ils ont des problèmes de colonne vertébrale, tellement le choc est violent? Oui, alors on a au dernier moment, là, à 80 cm du sol, parce que je pense qu'on va à 7 ou 8 mètres par seconde, donc ça va assez vite. À 80 cm du sol, on a des rétrofusées qui s'allument sous la capsule. Et c'est ça qu'on voit, je ne sais pas si vous avez vu les images de la rentrée, ça fait une espèce d'explosion avec plein de poussière qui se soulève. C'est pas tellement que la capsule s'écrase, parce que ce serait un peu violent pour nous, mais c'est que les moteurs fusées s'allument au dernier moment et ça soulève beaucoup de poussière. Donc heureusement, ces moteurs fusées rendent l'atterrissage doux. Les Russes appellent ça l'atterrissage doux. Encore une fois, je mets des guillemets quand je le dis parce que ça l'est pas vraiment. Mais oui, moi j'avais des marques. Alors on est dans des sièges qui sont moulés à notre corps en fait. Hein. On passe à Moscou dans un atelier spécial où on fait un moulage du dos pour avoir des sièges adaptés qui sont sur vérin. Donc normalement il y a tout ce qu'il faut pour amortir. Mais ceci dit, c'est quand même un choc. Hein. Et il y a des gens. Moi j'avais des marques rouges un peu sur le dos. Il y a des gens, oui, il faut bien se tenir en fait, il faut fermer sa bouche, il ne faut pas avoir la langue, le pire ce serait de se couper la langue si on avait la langue entre les dents, il ne faut pas parler, à partir de 500 mètres d'altitude on ne parle plus, on rentre les coudes à l'intérieur du siège, on a serré toutes ces sangles, on est attaché, hein, et puis on attend l'impact en fait, on pousse avec l'arrière de la tête sur le siège pour pas non plus se cogner, et puis on attend l'impact. Et ensuite, pendant l'impact, on serre les dents, et on attend que ça arrête de bouger. Voilà. C'est simple, en fait, au final, comme procédure. Juste, des points, on va regarder votre film, des points. De tout votre vol, c'est le plus mauvais souvenir?
Ah non, c'est le meilleur souvenir, C'est peut-être. le meilleur Non, souvenir. c'était Ah, c'est du viril. Hein, la rentrée avec Oleg, on se regardait et parfois on riait parce que la capsule partait dans tous les sens. Donc c'est un côté vraiment un peu manège, un peu fête foraine. Si vous aimez bien vous C'est la faire foire du balancer trône. dans tous les sens à la fête foraine, il faut faire du Soyouz. Hein. Jean-Yves, elle coûte cher la fête foraine, hein, tout de même. Hein. Oui, elle coûte cher, mais elle rapporte gros. Enfin, il s'est bien amusé, hein. Nous aussi, hein, mais c'est bien Oui, amusé. mais bon, maintenant il y a une moisson de données scientifiques. On va y qu'on arriver. traiter. Oui, il y a Alain Maillet qui dit non, non, il a bossé. On va y arriver. On verra. On n'avait pas parlé d'une deuxième mission tout à l'heure. Oui, avec bon, on Monsieur va en Le Gall. parler. Non, Jean-Yves, il a plus de sous pour la deuxième mission. Il m'a dit qu'il avait plus de sous. Jean-Yves, il y a des sous pour une deuxième mission? Pour une deuxième mission, il y a surtout Thomas qui a passé. Non, mais c'est vrai, qui a passé 6 mois, qui a fait une mission tout à fait remarquable, qui est jeune, puisqu'il a l'âge du président de la République. Et donc, à partir de là, d'ici 3-4 ans, on est en train d'en discuter. Il y aura d'autres missions parce que l'aventure continue, parce que la station spatiale, parce que le coup d'après, c'est Journey to Mars dont on discute avec la NASA. Et donc, je ne suis pas à prendre les paris que Thomas va revoler à un horizon pas très très lointain. En tous les cas, c'est en haut sur la liste des choses que je dois faire tous les matins. Donc, prochaine mission pour Thomas, voilà. Et juste pendant qu'on y est, Thomas, on va parler de la mission scientifique. Il nous reste 12 minutes. Vous, Thomas, quel est votre plan de carrière maintenant pour vous? Bon, alors vous avez pris des vacances, vous vous réhabilitez, vous faites des examens médicaux, vous participez au débriefing scientifique, on va en parler, d'accord? Bon, mais après, qu'est-ce que vous allez faire? Ah bah alors après, on vient de m'apprendre qu'il y a une place à la télé qui se libère, déjà, premièrement. Donc ça va falloir s'en occuper. Ah, Mais c'est pas les mêmes salaires qu'au CNES, hein, oui. Bon. c'est mieux, c'est beaucoup plus. Non, mais alors, comme l'a dit Monsieur Le Gall, il va falloir se remettre au travail. En fait, une mission, ça n'arrive pas comme ça, tout cuit. Il faut la préparer, que ce soit de mon côté, que ce soit aux côtés des équipes au sol. Hein. Si on a pu faire une mission qui a marché comme ça, c'est parce qu'on avait quand même une collection d'expériences scientifiques qui a rarement été vue sur une mission européenne. Il faut quand même le rappeler. Et si on était dans cette configuration-là, c'est parce que l'ESA a fait son travail, mais c'est parce que le CNES a choisi de faire plus que le minimum, et c'est pour ça qu'on avait autant de choses à faire et qu'on revient avec autant de résultats scientifiques et que les gens sont contents. C'est pas parce que j'ai pris des photos, mais c'est parce que tout ça, ça a très bien marché, il faut quand même le rappeler. Donc voilà, donc ensuite, moi on va dire j'ai quelques mois où on a parlé des activités de la mission qui se terminent petit à petit. Ensuite, je vais essayer de prendre des vacances, ça ce serait déjà pas mal aussi, une semaine ou deux. Et après, on se remet au travail tout de suite. Le moyen terme, on va dire, c'est on a la station spatiale qui est là. Je peux toujours m'améliorer, je peux parler mieux russe. Il y a beaucoup de choses que je peux faire mieux, donc je vais me remettre à l'entraînement. Et puis dans le futur peut-être un peu plus lointain, on parle de coopération spatiale avec nos collègues chinois. On a initié des contacts avec eux. Le CNES a beaucoup de contacts, l'Agence spatiale européenne aussi. Peut-être que ça fera partie des missions qui attendent un Européen. Ce sera peut-être pas moi, hein, mais dans le futur. Et puis évidemment, plus long terme, ce qu'on a tous en ligne de mire, c'est de s'affranchir un peu de l'orbite basse terrestre, hein, où on est resté ces quelques dernières années, et puis d'aller plus loin. Et le Journey to Mars de la NASA, auquel le CNES participe, ça c'est clairement un objectif. C'est un objectif dans quelques années, allez, on va dire dans 15-20 ans, 20-25, mais on verra des hommes sur Mars un jour, c'est certain. Est-ce que moi j'aurai la chance d'en faire partie? Je ne sais pas, mais à la limite, c'est peut-être pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est qu'on y aille. Ce qui pose de gros problèmes techniques, mais surtout humains. Hein. Voilà. Paul Quilès, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, on parle beaucoup des résultats scientifiques d'une telle mission. Qu'est-ce qu'on peut dire pour le grand public? Parce que voilà, ça devient vite compliqué. J'allais y arriver. Quels sont les types de résultats, sans rentrer dans les détails, qu'une telle mission peut apporter? On va demander à Alain, peut-être à Alain aussi. Alain. Il faut voir que la station spatiale, c'est deux choses, et ça on rappelle toujours. C'est un laboratoire scientifique et on fait de l'exploration. C'est une étape sur la route de l'exploration. Donc pour pouvoir un jour aller sur Mars, on a besoin aujourd'hui d'avoir une station spatiale pour apprendre comment faire, développer les techniques, les technologies et les opérations. Donc il y a ce côté exploration et il y a ce côté recherche. En allant faire ça, on ne va pas aller juste planter un drapeau, on va le faire pour que ça bénéficie à tout le monde. Donc on se dit, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On va utiliser le milieu de l'impesanteur
pour avoir accès à des choses qui sont cachées sur Terre. Alors, une manière simple de comprendre ça, c'est on fait de la science des matériaux dans la station spatiale. On fait léviter des petites billes de métal qu'on fait fondre dans des installations spéciales à l'intérieur de la station, évidemment, qu'on mélange, et ensuite on va avoir accès vraiment aux propriétés physiques de ce qui se passe. Sur Terre, tout ça, ça va sédimenter, et on ne comprend pas bien en fait ce qui est du domaine de la sédimentation, ce qui est du domaine vraiment de la formation des alliages. Et dans la station, on arrive à le comprendre. Alors, on ne produit pas des matériaux dans la station spatiale, on ne fait pas de la métallurgie, mais les scientifiques obtiennent des résultats qu'ensuite eux appliquent en laboratoire, et puis vont essayer d'améliorer les matériaux pour faire des coques de téléphone plus résistantes et des ailettes de moteurs d'avion. Donc ça, c'est un exemple. On fait de la biologie, on fait de la physiologie. On a parlé tout à l'heure des astronautes comme un modèle du vieillissement, mais réversible. En étudiant ça de près, eh ben, on a accès à des données incroyables qu'on ne peut pas voir sur Terre, qu'ensuite on applique dans les traitements dans les hôpitaux. Donc en cardiologie, on en a parlé tout à l'heure, on a développé une technique de traitement des bactéries par plasma froid, en fait, qui vient d'une expérience européenne aussi, hein, qui permet de traiter les infections qui résistent au staphylocoque. Donc ce qui est difficile à voir pour les gens, c'est qu'il y a beaucoup de domaines. En fait, quand on parle d'un centre de recherche contre le cancer, ben c'est facile, il fait que de la recherche contre le cancer. Voilà. Alors est-ce qu'on a réussi à vaincre le cancer complètement? Non, mais on fait des petits pas comme ça. Et ben nous, on fait aussi des petits pas, sauf qu'on les fait un peu dans tous les domaines. On les fait en biologie, on les fait en physique des matériaux, on les fait en médecine. Et en ce moment, vraiment, ce qui marche très fort, moi, je trouve, dans la station spatiale, c'est la médecine. Alain, tu me dis si je me trompe, mais regarder des cellules souches en 3 dimensions, ce qu'on a fait beaucoup pendant ma mission, ça nous permet d'accéder à des choses qu'on ne peut pas voir au sol, et ça permet ensuite de développer des thérapies ou de développer des techniques qui ne pourraient pas avoir vu le jour sans la station spatiale. Alain, vous ajoutez. Allez-y, Alain. Oui, pour compléter ce que Thomas a dit et ce qu'on a déjà évoqué tout à l'heure, les problèmes, c'est le niveau cardiovasculaire, musculaire, osseux. Et notamment l'aspect osseux sera primordial sur les vols à destinée de Mars. Puisque si cette perte osseuse est continue, ça pourrait poser un problème pour les astronautes qui se poseront sur Mars. Et donc il y a des travaux actuellement qui essayent de limiter cette diminution de densité osseuse et de perte osseuse. Et ces travaux, ces médicaments qui sont utilisés, peuvent aussi être utilisés au sol chez les personnes qui présentent de l'ostéoporose. Est-il vrai que c'est grâce à l'espace qu'on a découvert que pour maintenir le tissu osseux, il faut des contraintes mécaniques, et donc on a notre propre poids dû à la pesanteur, mais qu'en fait, il suffisait d'avoir des chocs sur le talon pour arrêter la décalcification. Et donc, d'où faire cela, que les personnes qui sont alitées très longtemps et qui se décalcifient, on mettrait une machine qui viendrait leur tapoter la plante des pieds. Arrêter, c'est un peu fort. Ralentir. Et à la fois au niveau des chevilles et au niveau des Donc des ça serait récepteurs, au une niveau des genoux retombée, c'est ça qui est important, Oui, tout à de l'espace. On va arriver, parce que je vais vous passer la parole dans 5 minutes, il y a des micros, profitez-en. Je voudrais, une question plus personnelle que vous posez tous, il nous a fait des photos merveilleuses. Alors je voudrais tout de même là, qu'ils nous disent un peu en aparté, vous êtes un bon photographe, vous avez appris à faire des photos. Enfin, vraiment, les mecs de Gamma ou de Sigma, les gars, ils se disent, mais il nous bouffe notre métier, ce gars-là. Non, mais c'est ça, parce qu'après d'avoir pris votre place à la télé, je vais prendre celle de Yann Arthus Bertrand. En fait, j'ai un plan machiavélique pour dominer le monde. Ah, vous êtes VRP multicarte, hein, tout à fait. Non, pas du tout. Alors en fait, on a des cours de photos avant d'aller dans la station spatiale. On a du matériel là-haut, on a du bon matériel. C'est pas le top du top parce que il faut le certifier, il faut l'envoyer dans la station. Donc on a toujours 2-3 ans de retard, on va dire, sur les vrais appareils photo, les objectifs qui sont vraiment au top. Mais c'est quand même pas mal ce qu'on a là-haut. On a une belle collection d'appareils et donc on vous explique un peu comment se servir. Moi j'étais vraiment nul en photo en montant, mais ça m'intéressait. Et puis j'ai commencé à jouer avec les appareils et puis à essayer, comme je disais au début, en faisant du sport tous les jours, on va dire tiens ça c'est super, d'essayer de prendre des photos, me rendre compte que c'était complètement nul. Et du coup ça m'a encouragé un peu à comprendre et à jouer un peu plus avec les appareils photo, discuter avec mes collègues. Et puis voilà, on apprend sur le tas. Mais alors ce qui est bien, c'est que quand on poste des photos sur les réseaux sociaux, on poste que les bonnes, que toutes celles qui sont horribles, c'est 99% des photos, vous ne les avez pas vues.
Et voilà, mais vers la fin de la photo, moi je le vois, hein, quand je vois une photo, je sais si c'est le début ou la fin de la mission, parce que celles de la fin, elles sont quand même beaucoup mieux. Hein. Elles sont quand même beaucoup mieux. Bah, parce qu'en 6 mois, j'ai eu le temps d'apprendre. Et alors, comment vous guettez les îles qui passent? Vous êtes à la fenêtre, vous les guettez ou comment ça se passe? Racontez-nous un peu. Non, Racontez-nous. Là, on- un peu ghetto-trou, là, non? Non, on peut pas faire ça parce qu'on n'a pas le loisir de faire ça. Moi, ce que je faisais le matin, en me levant, là, on se lève à 6 heures tous les matins, et une des premières choses que je faisais, là, en prenant mon petit déjeuner, en me brossant les dents, je regardais sur l'ordinateur, le logiciel de navigation, on voit les orbites futures, la trace au sol. Voilà, la trace au sol de la station spatiale. Et donc je me disais, tiens, celle-là, j'avais au sol, pendant la préparation de la mission, j'avais fait toute une liste d'endroits que j'avais envie de prendre en photo, les pyramides, le Mont Saint-Michel, j'en passe les meilleurs, Cordes sur ciel évidemment, et que j'ai pas réussi à prendre. J'ai pas réussi à prendre. Mais là, la prochaine mission, on en a parlé, hein, la prochaine mission, je m'engage solennellement à prendre Cordes sur ciel en photo. C'est difficile. Voilà, une bonne raison. Mais non, voilà, donc je regardais la trace, je me disais... Voilà, oui, là, je vais pas pouvoir m'en défaire de là, je me suis engagé. Mais non, je regardais la trace et je me disais, tiens, ben, à 16h43, on passe au-dessus des pyramides. Donc je mettais une alarme sur ma montre. Et puis je passais la journée de travail comme ça. Parfois j'avais pas le temps, parfois ça sonnait, mais je faisais quelque chose. Je me disais tant pis, je peux pas y aller. Parfois c'était sur l'heure du midi ou le soir ou le dimanche ou le samedi, et là je pouvais y aller. Mais une fois qu'on arrive dans la cupola, dans la fenêtre avec ces appareils, donc déjà on essaie d'anticiper un peu en fonction de l'heure, du jour, de la nuit, qu'est-ce qu'il va nous falloir comme paramètres, etc. Et là après il faut trouver visuellement en fait la destination. Le logiciel il nous dit à quelle heure on passe dans quel coin, et après il faut se débrouiller. Donc vous imaginez, depuis 450 km d'altitude, on voit pas très bien. C'est pour ça que les pyramides, ça m'a pris 2 mois et demi hein, de les trouver. J'essayais pas tous les jours, mais j'essayais quand même assez régulièrement. Donc bizarrement, c'est assez artisanal. Les gens imaginent que j'avais Siri et je disais prendre en photo les pyramides et que ça marchait tout seul ou que ça allait me dire exactement où est-ce qu'il fallait prendre. Non, non, pas du tout. Il y avait beaucoup d'improvisation et puis de manuels, ce qui est assez sympa hein, en fait. Ça rend ça assez ludique. Voilà. Et alors oui, c'est vrai, j'ai oublié de le dire, mais moi, j'ai fait une mission d'hiver, hein, donc j'ai décollé en novembre, je me suis reposé en juin. Bon, ensuite, la fin, c'était pas l'hiver, mais quand même la moitié de la mission, chaque fois que je regardais par la fenêtre, il y avait des nuages. Hein. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai pas pu prendre Cordes sur ciel, sinon j'aurais pu. On l'a jamais vu partir des expériences. Jean-Yves, vous avez compris, il est obligatoire qu'il reparte dans l'espace, ne serait-ce que pour photographier Cordes sur ciel. Ça ne peut pas. Hein, ça, hein. Voilà, bon. Et une mission d'été, si possible. Une mission de... alors, étant habitué à rendre l'antenne à l'heure à la télévision, moi, j'avais dit vous voyez, hein, mon cher monsieur le maire, j'avais dit qu'à 21h50, et 21h50, on passe la parole au public. Vous avez été très, très vivant, très brillant, mais on va compléter ça. Maintenant, la parole, je voudrais dire, maintenant, c'est à vous. Alors, malheureusement, je suis un peu comme Thomas Pesquet, là, je regarde la Terre à 450 km, elle file à 28 000 à l'heure, c'est-à-dire que je ne vous vois pas du tout, parce que j'ai l'éclairage en face, je vois quelques silhouettes. Alors, je ne sais pas où sont les micros dans la salle. Alors, le mieux, c'est, comme à l'école, on lève la main, et puis quelqu'un me dit, voilà je vois une main qui se lève, le problème c'est que vous n'avez pas le micro. Voilà. Comment? Là c'est compliqué. Mais oui, mais attendez, mes enfants, je veux bien, mais... Madame est là-bas et j'ai le micro là. Je récupère un micro. Ah bah oui, oui. Alors pourquoi ne pas avoir regardé la navette, je crois. Comment? Si c'est mieux que le Soyouz, pourquoi ne pas avoir regardé la navette? J'ai entendu, mais j'ai aussi une bonne Oui. Ah ben oui, moi, c'est l'âge. Hein. C'est l'âge. Il faut que je me fasse équiper. Si Metz m'a dit, tu commences à être dur de la feuille. Alors, je vais me faire équiper. J'ai compris. Ben, Léo, tu as fait les deux. Vas-y. Oui, alors je vais reprendre la question. Je crois que la question c'était... Pourquoi ne pas avoir conservé la navette? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas gardé la navette puisque le Soyouz, c'est pas confortable? Alors, je crois que la réponse évidente, c'est les coûts. Les coûts de production du Soyouz, les coûts d'opération sont incomparablement plus faibles que ceux qui étaient à la navette.
Et donc la NASA en fait a décidé d'arrêter le programme navette à la fin de la construction de la Station spatiale internationale pour pouvoir se consacrer à d'autres investissements, en particulier sur les véhicules d'exploration futurs. Voilà, c'est coût et problème de sécurité aussi. Il y a eu 2 accidents qui remettent en cause la navette était aussi la conception. Voilà. C'est le principe de la capsule. Hein, en fait, alors, dans les questions, le micro. Bonjour et bienvenue à Cordes. Voilà, je m'intéresse beaucoup à la science et j'ai cru comprendre qu'un micro-organisme a été découvert dans l'ISS. Je voudrais savoir où en sont les études par rapport à ce micro-organisme, s'il vous plaît. Ah, des bactéries. Alors moi, on me l'a pas dit déjà, premièrement. Heureusement qu'ils ne sont pas pathogènes. Alors, attends, il faut préciser de quoi on parle. Des bactéries, il y en a plein. Hein. Nous, on en amène avec nous, même si on se désinfecte le corps en entier à l'alcool avant de partir, etc. On en amène plein avec nous. Je regarde un peu partout parce que je ne sais pas où est la dame, mais c'est un monsieur. Pardon, je suis désolé. Désolé. Donc là, je vais essayer de me ressaisir, ça va pas être facile. Donc des micro-organismes, on en amène avec nous. Mais par contre, qu'on en ait découvert des nouveaux dont on ne connaissait pas l'existence, ça m'interpelle un petit peu. Les enfants d'abord. Si je puis me permettre, en fait, je suis un site sur Internet qui s'appelle Futura Science. Et il semblerait que quelque chose aurait muté, un petit quelque chose de microscopique. Voilà, d'après une photo que j'aurais vue, ça serait quelque chose avec 2 têtes, quelque chose de microscopique. Et en plus, ça semble être sérieux. Alors, est-ce que tu es sûr que c'est pas alien.com que tu suis comme site que Futura Science? Non, mais écoute, c'est une question très légitime. Moi, c'est dans une expérience, c'est au cours d'une expérience. Hein. C'est pas parce que les astronautes se lavent tellement pas qu'il y a des micro-organismes qui se développent, j'espère. Mais non, c'est possible qu'il y ait une mutation, tu vois, un peu simple, mais on n'a pas découvert une nouvelle forme de vie. Hein. Remettons quand même les choses à leur place. Ça reste du domaine. C'est comme quand on dit on va peut-être trouver la vie sur Mars. On parle de micro-organismes, de trucs vraiment très très basiques. On parle pas de petits hommes verts. Donc moi, j'ai pas vu cette photo de bactéries à 2 têtes. Mais merci maintenant de me donner des cauchemars pour ma prochaine mission. Attends, alors j'ai une question. Il y a les enfants qui sont passionnés. Alors, c'est moi qui tiens le micro. Hein, oui, parce que si je te le laisse, tu vas être pire que moi. Vas-y, allez, pose ta question. Quelle est la première pensée que Thomas Pesquet a eue dans l'ISS? Oui, précise dans l'ISS, parce que la première pensée que Thomas Pesquet a eue dans l'ISS, écoute, la première pensée que j'ai eue, c'était que j'étais vraiment content d'arriver. J'étais super content. C'est comme quand tu as fait plein de routes. Tu sais que tu vas dans un endroit super chouette, tu vois, tu vas dans un endroit génial. Imagine, tu pars en vacances avec tes parents, tu fais 15 heures de route, hein, parce que nous, c'était à peu près ça. Hein, c'était 2 jours de route dans le volume d'une Fiat 500 à 3, donc c'était pas génial. Et au moment où tu arrives, c'est vraiment super. Moi, c'était mon rêve d'arriver là-haut. L'ISS, je l'avais vu en photo, mais de la voir en vrai, c'est quand même pas la même chose. Je peux te dire que tu as vraiment plus l'impression d'être dans un film de science-fiction quand tu la vois, hein, qui brille là, avec les rayons du soleil. C'est vraiment Star Wars. Donc moi, j'étais content d'arriver pour ça, parce que j'avais tellement travaillé là-dessus, parce que j'allais retrouver des amis à l'intérieur, et puis aussi parce que, tu sais, d'être dans le Soyouz, c'est vraiment comme d'être... tu as l'impression d'être dans un radeau de survie au milieu du Pacifique. C'est du camping. C'est du camping. Ah oui, mais c'est pas que ça, c'est que tu sens quand même bien le danger. Tu te dis, c'est là que tu sens à quel point c'est un peu arrogant d'envoyer des gens dans l'espace. Hein. Tu es dans une petite boule de métal à 400 km, enfin entre 200 et 400 km d'altitude, tu regardes de haut, tu te sens vraiment très très seul. Alors quand tu arrives dans le gros bateau, qui lui est quand même un peu plus sûr, tu es aussi content, tu souffles un grand coup quand même. Voilà, donc c'était 3 pensées que je te fais pour le prix d'une. Alors je regarde ma montre, on a encore 10 minutes. 10 minutes. Alors il y a une petite fille adorable avec des grandes lunettes qui dévore des yeux. Je voulais savoir quel était votre plus beau souvenir dans la station spatiale.
Et ouais, et écoute, j'en ai plein des beaux souvenirs. Tu sais, quand tu es là-haut, il se passait presque un truc tous les jours. Tu sais, j'ai eu mon saxophone qui est arrivé, ça c'était super. On a fait des sorties extravéhiculaires, on est sorti en scaphandre. La première fois que tu sors, c'est génial aussi. Alors, tu es très concentré, tu veux pas faire de bêtises, mais quand tu ralentis un peu et que tu regardes autour de toi, moi, pendant une de mes sorties extravéhiculaires, j'étais sur une plateforme pour lubrifier le bras robotique qui était un peu grippé. Donc, il y avait une extension et au bout, il y avait une plateforme. Et moi, j'étais debout sur la plateforme et j'étais donc à 1,50 m, 2 mètres de la station qui était derrière moi. En fait, quand je me retournais, tu sais, quand tu vois les films de pirates où le gars est au bout de la planche là et qu'il le pousse avec une épée et qu'il y a du vide là, mais moi, c'était un peu ça quand même. J'étais un peu au bout de la planche qui grinçait un petit peu. Mais après, quand tu regardes autour de toi, j'étais comme tout en haut de la station. Je regardais à droite, à gauche, en dessous, je voyais la terre qui défilait. Et ça, c'est des images qui resteront toute ma vie. Alors, on repasse aux adultes. Puis alors, quel succès auprès des enfants? Oui, bonsoir, pardon, Thomas Pesquet. C'est un honneur de vous poser une question. Je suis passionné d'espace depuis justement leur âge. Donc justement, j'ai une question pour vous tous. Quand est-ce que, d'après vous, est-ce que c'est prévu que l'ESA ait les capacités d'envoyer par elle-même, des hommes dans l'espace sans passer par les Russes? Et est-ce que, justement, parce qu'on voit un très beau croissant de lune juste là, est-ce que, parce que vous parliez de Mars, est-ce que l'un des objectifs pour l'ESA, par exemple, ce serait la Lune? Et pourquoi pas, justement, Thomas Pesquet, aller sur la Lune qu'on peut voir ici? Merci. Bien sûr, la première question, la capacité d'envoyer en Europe des hommes dans l'espace. On avait des projets et puis pour des raisons de coût, ils sont arrêtés. Et aujourd'hui, on est dans un cadre coopératif où on apporte un certain nombre de choses aux partenaires de la station. La station, il y a les États-Unis, la Russie, le Canada, le Japon, l'Europe. Donc chacun apporte quelque chose. Aujourd'hui, le seul moyen de monter sur la station, ce sont les Soyouz depuis les arrêts de la navette. Mais dans quelques mois à présent, les Américains auront de nouveau la capacité de monter sur la station avec les capsules Dragon de la société SpaceX. Mais aujourd'hui, on n'a pas vraiment de projet de développer une capsule purement européenne. On va participer au projet Orion, qui est le prochain vaisseau habité de la NASA qui aura vocation à aller au-delà de l'orbite basse et pourquoi pas en orbite lunaire. On fournira le module de service. Vous savez, on a lancé 5 ATV pour apporter du cargo sur la station avec des Ariane 5 depuis Kourou. Et donc le module de service pour ATV, en quelque sorte, les moteurs de l'ATV vont être recyclés pour être utilisés sur l'Orion. Ensuite, la Lune ou Mars, bien vous le savez, il y a aujourd'hui des réflexions. Pourquoi veut-on aller sur Mars et plus vraiment sur la Lune? Parce que la Lune, on y est déjà allé. Il y a eu 6 missions Apollo, 12 astronautes ont marché sur la Lune, ont rapporté des centaines de kilos de roches lunaires et on s'est rendu compte que finalement, la Lune est un peu un astre mort. Alors que Mars, on a envoyé des sondes autour de Mars qui ont mis en évidence le fait qu'il y a eu de l'eau sur Mars. Vous avez eu ces photos absolument extraordinaires de mer asséchée. Il y a eu de l'eau. On sait que Mars a été habitable. La vraie question, c'est de savoir si Mars a été habité. Et c'est pour cela que l'Europe va envoyer en 2020 une sonde qui s'appelle ExoMars. Exo pour exobiologie. Donc, elle est étudier la biologie ailleurs que sur la Terre. Et ExoMars, en 2020, va se poser sur Mars. Et on va avoir une sorte de foreuse qui va faire un trou de 2 mètres de profondeur pour voir si on ne trouve pas des vestiges d'une vie passée qui pourraient être des traces de bactéries ou des choses comme ça. Je peux vous dire que si on découvre des traces de vie extraterrestre sur Mars, eh bien, ça fera peut-être relativiser un certain nombre d'enjeux terrestres. Voilà. Bonjour. Ma question, ça va compléter celle qui est un peu avant. Il me semble qu'actuellement, la Chine travaille sur un projet de créer une base lunaire. Et pour savoir, est-ce que vous, Thomas Pesquet, vous voudrez y aller, peut-être participer à ce programme aussi? Écoute, tu sais, oui, alors tu as raison, déjà, les Chinois avancent à grands pas dans le domaine des vols habités. Hein. Ils veulent compter au rayon des grandes nations. Il n'y a pas beaucoup de nations sur la planète qui ont envoyé des gens dans l'espace ou qui en envoient dans l'espace régulièrement, on va dire. Donc c'est un club un peu fermé, enfin pas fermé de nature. Nous, on est ouvert au contraire à toutes les bonnes volontés, mais c'est difficile.
donc tout le monde n'y arrive pas. Les Chinois ont envie de le faire et donc ils ont une station spatiale, hein, tout d'abord, qu'ils vont construire à partir de 2018-2019. On a déjà beaucoup discuté avec eux. On espère voir un Européen un jour voler vers une station chinoise. On pense que ça ouvrirait le chemin pour des coopérations un peu plus ambitieuses. Et clairement, ce qu'on se dit, c'est que le jour où on ira vers Mars, on aura besoin de tout le monde, hein. Tu sais, il faudra sans doute que les Chinois soient de l'aventure aussi. Donc de commencer comme ça nous met dans des bonnes conditions pour plus tard. Pour une base lunaire, eux, ils ont culturellement, la Lune, c'est très important dans la culture chinoise, hein. Donc scientifiquement, comme le disait Jean-Yves Le Gall à l'instant, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus intéressant, mais la combinaison de ce côté culturel et puis de cette volonté de montrer qu'ils savent faire, à mon avis, les emmènera sans doute jusque sur la Lune. Après, ce que moi, j'aimerais y aller, oui. Alors moi, tu sais, les astronautes, on est un peu explorateurs, hein, puis c'est un peu, dès qu'on te demande, est-ce que tu as envie de faire quelque chose, tout le monde lève la main, tu sais. Il y en a pas un qui se dit, ah ouais, mais non, la Lune, ouais, je sais pas, je vais peut-être passer mon tour cette fois-là et puis attendre celle d'après. Non, tu sais, tout le monde lève la main, on y va. Donc une mission avec les Chinois, oui, pourquoi pas. Une mission vers Mars, oui, c'est au long cours, ça demande beaucoup de boulot et les gens, ils travaillent tous les jours, les astronautes et puis les gens au sol, hein. Mais c'est bien, il faut avoir des challenges, il faut avoir des projets, il faut avoir des choses qui font rêver, comme le disait Michel tout à l'heure, parce que sinon on n'avance pas. Donc nous, on a ça dans le viseur et puis on va faire tout ce qu'on peut pour y arriver. Encore une fois, si c'est pas moi qui mets le pied ailleurs quelque part, c'est pas très important. Peut-être que ce sera toi, ou peut-être que ce sera quelqu'un d'autre. Pour moi, c'est fini, hein. C'est trop tard, hein. C'est raté. Bah oui. Alors, il y en a une question, on change, il me reste juste, madame, oui, on y arrive. Oh là là, elle va m'égorger. Juste, alors, une question, je crois que ça va être pour Jean-Yves Le Gall, parce qu'elle a un intérêt beaucoup plus général, plus en perspective. Oui, bonsoir. Voilà. J'avais une question, parce que pendant votre mission, vous avez énormément transmis, notamment sur Facebook, au niveau du changement climatique. J'aurais aimé savoir un petit peu votre ressenti, aller un petit peu plus loin dans ce que vous pensez. Oui, en un mot, est-ce que vous avez pu noter, à travers ce que vous avez vu, des modifications de notre bonne vieille Terre? Non, on peut peut-être faire une réponse à deux voix avec Jean-Yves. Je pense, moi je vais parler de ce que j'ai vu et de ce que j'ai ressenti, et puis peut-être qu'après on peut dire ce que vraiment fait l'espace dans ce domaine-là, qui est quand même majeur. Moi j'ai vu, on en parlait tout à l'heure, la fragilité de la Terre. Pour te donner une comparaison, tu sais, la minceur de l'atmosphère qui contient toute la vie et qui nous protège de tout, en fait, hein, qui retient l'oxygène pour qu'on puisse respirer, qui nous protège des radiations, etc. Par rapport au blindage de notre station spatiale à nous, c'est ridicule. C'est beaucoup plus faible. Et tu vois, au final, moi, de ce que je voyais de la Terre, je voyais beaucoup de beauté, mais je voyais aussi les traces un peu négatives des activités humaines. Donc tu vois de la pollution atmosphérique, tu vois des fleuves qui charrient beaucoup de pollution, tu vois les coupes dans la forêt amazonienne, tu vois des choses comme ça. Et ça fait réfléchir, et tu te dis au final que, bah oui, moi c'est vrai que je l'ai déjà dit, mais que la Terre, c'est ni plus ni moins qu'un grand vaisseau spatial. Tu sais, nous, on est 6 dans notre petit vaisseau spatial avec des ressources limitées. On n'a pas choisi de voler ensemble, mais il faut entretenir le vaisseau, et il faut utiliser les ressources intelligemment, parce que sinon le vol va s'arrêter très vite. Mais la Terre, c'est exactement pareil. C'est un gros vaisseau spatial avec des ressources qui sont certes un peu plus développées, mais qui sont toujours limitées, avec des gens qui ne sont pas choisis non plus. Et on a intérêt d'entretenir le vaisseau spatial planète Terre, parce que sinon le vol va s'arrêter très vite. Et tant qu'on n'a pas résolu ces histoires de mission Mars, on n'a pas de plan B. Voilà. Après, peut-être qu'on peut parler de ce que l'espace il fait là-dedans. Oui, Jean-Yves, l'espace au service de la Terre. Non, mais l'espace pour le climat, c'est fondamental, parce que quand on veut décrire ce qu'est le climat et l'évolution du climat, les scientifiques ont défini ce qu'on appelle 50 variables climatiques élémentaires, donc 50 critères qui permettent de mesurer le climat. Et sur ces 50 critères, 26 ne sont observables que depuis l'espace. Et de ce point de vue, le CNES joue un rôle très particulier, parce qu'aujourd'hui, le CNES est un peu, au niveau mondial, l'agence spatiale du climat, parce que ce sont nos satellites, fabriqués à Toulouse d'ailleurs, qui ont mis en évidence l'augmentation du niveau des océans. Les océans, le niveau n'augmente pas beaucoup, c'est 3,2 mm par an, mais la seule façon de voir cette augmentation, c'est grâce aux satellites. Il n'y a pas des mini-zouaves du pont de l'Alma un peu partout, où on va voir si la hauteur des océans augmente, c'est les satellites qui le mettent en évidence. Et on va fêter le 10 août le 25e anniversaire du lancement du premier satellite océanographique, Topex Poséidon, qui avait été construit à Toulouse et lancé par Ariane. Et de la même façon, on a des projets dans nos cartons pour observer
l'impact du changement climatique sur la planète Terre. Et la semaine prochaine, depuis Kourou, le 2 août, on lancera le premier satellite franco-israélien. Il s'appelle Vénus et il va observer l'évolution de la végétation du fait du changement climatique. Et un peu plus tard, on aura d'autres satellites. Donc le message, c'est que quand même, pour observer le climat, il y a un seul observatoire qui est l'espace. Et d'ailleurs, on travaille avec nos collègues des autres agences spatiales. Vous le savez, il y a eu l'accord de Paris à la COP21 le 12 décembre 2015. On va fêter en quelque sorte cet anniversaire le 12 décembre 2017 en faisant une grande réunion qui a été décidée par le président de la République pour justement faire le point 2 ans après l'accord de Paris. Et à ce moment-là, on reparlera du rôle des satellites. Mais pour les satellites climatiques, eh bien, je crois qu'on peut applaudir tous les ingénieurs qui y travaillent parce que la plupart d'entre eux sont à Toulouse. Bonsoir Thomas Pesquet. J'aimerais savoir pourquoi les astronautes grandissent dans l'espace. Pourquoi les astronautes grandissent dans l'espace? Eh bien, écoute, figure-toi que c'est bête comme chou. C'est parce qu'on n'a pas la compression de la gravité, en fait. La gravité, tu sais, c'est comme un aimant, en fait. La raison pour laquelle tu tiens au sol, c'est parce que tu es attiré vers le bas comme un aimant, et tout ça, ça te tasse, en fait. Et quand tu vas dans l'espace, on subit toujours la gravité, mais on est comme en chute libre autour de la Terre, donc on ne subit pas les effets du poids. Eh ben, la colonne vertébrale, tu sais, s'allonge un petit peu. Toutes les vertèbres sont un peu tassées. Ben, clac, 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 clac. Elles se détassent. Et puis, on peut prendre jusqu'à... Alors, ça dépend si on est grand ou pas. Ça dépend un peu de la morphologie. Mais on peut prendre jusqu'à... Je crois que le record, c'est 7 cm. Et d'ailleurs... Détail un peu amusant, notre siège de Soyouz, quand j'ai dit tout à l'heure qu'il était moulé exactement à nos dimensions, j'ai un petit peu menti parce qu'il rajoute un espace de 2-3 cm pour qu'on puisse rentrer dans le siège alors même qu'on a grandi un petit peu. Voilà. Mais moi, j'avais pas pris beaucoup. Moi, j'avais pris que 2 cm. J'étais un peu déçu parce que moi, mon second rêve, c'était de jouer au basket. Donc, tu vois, 2 cm, ça aurait pas changé grand-chose. C'est bien, et quand on a des problèmes j'ai bien compris, quand on a des problèmes de tassement de vertèbres ou des lumbagos, c'est bien, on va dans l'espace, pop, on dilate les cartilages, ça décoince les nerfs, mais ça fait peut-être un peu cher la visite, quoi, c'est ça. Alors, il y a une question, on arrive à la fin, on arrive à la fin, parce qu'elle est originale, et alors, on prend du recul culturel. Ah, c'est une question culturelle. Voilà, madame. Merci. Oui, bonjour. Évidemment, il a été beaucoup question des expériences scientifiques qui ont été menées et c'est évidemment un premier objectif. Mais j'aurais aimé que vous puissiez nous dire quelques mots de la collaboration artistique que vous avez menée avec Eduardo Katz. Non pas sur la question de la légitimité qu'il puisse y avoir la place et le temps pour un travail artistique dans une mission comme la vôtre, mais surtout sur la façon que vous avez eu de la mener, c'est-à-dire est-ce que vous avez ressenti du plaisir, de l'émotion, est-ce que pour vous ça a été un travail comme un autre, un peu plus ludique, ou bien est-ce que vraiment vous y avez pris du goût? Mais c'est une bonne question. C'est vrai qu'on peut rappeler, on avait une œuvre qui a été créée pour la station spatiale. Et c'est vrai qu'on évolue dans un milieu très, très technique et qui parfois laisse pas forcément la place au côté un peu plus créatif et imaginatif. Moi, j'aimais bien, ça m'a séduit ce projet parce que justement, je trouve que maintenant, dans la station spatiale, on a des missions de longue durée. Et on ne travaille pas le dimanche, par exemple. Enfin, on fait toujours 2h30 de sport, mais le reste de la journée est libre. Et chacun peut s'adonner un peu à ses loisirs. Et on voit de plus en plus de choses artistiques qui se passent. Moi, j'avais mon saxophone. Alors, artistique, c'est un bien grand mot parce que je joue vraiment pas très bien. Mais au moins, il y avait cette place qui était ouverte à la musique. Il y a des gens qui écrivent leur journal à l'écriture, des choses qui n'existaient pas avant dans l'espace. Et moi, ça m'a séduit parce que je me dis, si on veut se faire un peu les ambassadeurs, c'est un bien grand mot, mais du genre humain et aller marcher sur des planètes au nom de tout le monde, il faut être représentatif de beaucoup de gens, je pense, pas seulement des profils techniques ou militaires. Donc tout ça, ça m'a bien plu. Et puis cette œuvre, moi, ce qui m'a séduit, c'est que quelque part, elle existe que en microgravité. En fait, on pourra en reparler, c'était un pliage de papier, et ce pliage de papier, il ne pouvait pas exister en fait sur Terre, il tombait, il s'écrasait sous son propre poids, alors que dans la station, il flottait, c'était ça qui était intéressant. Moi, je trouve ça bien.
Il y a beaucoup de choses qu'on emmène avec soi dans l'espace, mais il y a peu de choses en fait qui sont vraiment pensées, développées, réalisées et qui peuvent exister que dans l'espace. On prend beaucoup de choses humaines qu'on emmène et qu'on adapte, mais là c'était une chose qui était créée et qui existait que dans l'espace et qui ne pouvait pas avoir d'existence sur Terre. Et ça m'a parlé. Donc je l'ai fait avec un petit supplément d'âme, on pourra dire. Bon, et la dernière question, parce qu'on va rendre l'antenne. La dernière, elle est par là. Bonsoir Thomas. Après avoir passé 6 mois dans l'espace, quand tu es rentré sur Terre, est-ce que la Terre t'a paru silencieuse? Silencieuse, oui. Non mais si, c'est une bonne question. Dans la station spatiale, on a des ventilateurs, des systèmes électriques, électroniques, mécaniques qui tournent en permanence. Donc on a à peu près 50 décibels pendant 6 mois. Donc on dort avec des boules qui est parce que sinon, alors ça abîme pas les oreilles, hein, mais c'est quand même un bruit assez élevé et qui est permanent. Ça n'arrête jamais en fait. Hein. Plus pendant la journée, on discute à la radio avec le centre de contrôle, il se passe des choses, etc. Et puis tout d'un coup, de revenir sur Terre, quand on débranche le Soyouz, enfin il est assez débranché de lui-même quand il touche le sol, vous avez vu les images, tout ça s'arrête et on se retrouve au milieu de la steppe du Kazakhstan. Et là, oui, alors même s'il y a des gens qui parlent, on est un peu saisi par le silence, on est saisi par les dimensions. On n'a pas eu de perspective plus grande que 10 mètres depuis 6 mois. On est saisi par le contraste, par les couleurs, par la sensation du vent, par les odeurs aussi. Moi, je sentais l'odeur de la steppe, je sentais l'odeur de savon et de lessive des gens qui me sortaient de la capsule. Pas parce qu'ils étaient plus propres que d'habitude, mais parce que c'était le retour sur Terre. Tous les sens sont un peu décuplés. Ça veut dire sans doute aussi que peut-être notre odeur à nous n'était pas géniale. Mais en tout cas, ça veut dire que voilà, au retour sur Terre, il y a cette espèce de... J'avais l'impression de regarder la télé avec des contrastes à fond et puis de sentir des choses que je n'avais pas senties depuis 6 mois. C'était un peu comme une deuxième naissance, si on pousse le raisonnement un peu plus loin. Merci. On arrive au terme. Pour tout vous dire, je vais vous dire la vérité. Donc je vais avoir besoin, c'est moi qui vais vous kidnapper, Thomas, avec Jean-Yves Le Gall, parce que je vais faire une émission en direct sur CNews, une interview en direct à 22h30, voilà, c'est prévu. Donc c'est pour ça qu'il fallait que je rende l'antenne. Et avant de rendre l'antenne, vous savez, on a passé une soirée merveilleuse, animée, il y avait encore plein de questions. Ce qui me faisait plaisir, c'est surtout les questions des enfants, des adolescents. On n'a pas répondu à toutes les questions. Mais ce que j'ai apprécié, c'était que les choses sont faites très informatives, très claires. Il a un talent de vulgarisateur, j'insiste. Hein. Mais et avec le sourire et la décontraction. Alors, pour conclure, j'ai travaillé, moi, au début, à Europe Numéro 1 avec Jacques Martin, vous l'avez connu. Et Jacques Martin, quand il jouait une pièce de théâtre et que cette pièce de théâtre marchait, au lieu de dire « bon, on a été bon ce soir », Jacques Martin disait « ce soir, le public a du talent ». Et je dois vous dire que, et je vous remercie, nous vous remercions d'avoir été là et de nous avoir passé du temps et nous avoir écoutés. Vous avez eu beaucoup de talent ce soir et on tient à vous en remercier. On vous dit à l'année prochaine. On sera là, Paul, nous serons là l'année prochaine.